Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où nous allons nous intéresser uniquement aux immobilisations incorporelles. Je vous propose un plan de cours où on va rappeler quand même la définition et puis en fait on va prendre le plan de compte et on va traiter un par un les rubriques des immobilisations incorporelles, à savoir les frais d'établissement, les frais de recherche et développement, tout ce qui est concession, droits similaires, brevets, licence d'utilisation, enfin il y en a toute une panoplie, le droit au bail et enfin le fonds commercial. Je vous laisse vous installer, on va commencer. Donc reprenons déjà la définition de ce qu'on appelle une immobilisation incorporelle en comptabilité et donc on va se référer au plan comptable général. Définition que l'on trouve donc dans le plan comptable général, c'est l'article 211.3 qui dit « Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique ». Donc déjà ça dissocie les immobilisations corporelles, incorporelles, des titres, hein, c'est un actif non monétaire, et on nous dit c'est sans substance physique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est immatériel, qu'on ne peut pas toucher. Et donc la difficulté de quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est d'être capable de savoir si ça existe ou pas et comment est-ce qu'on va le comptabiliser. Il est donc précisé qu'une immobilisation incorporelle est identifiable, c'est un des critères pour être un actif, si d'une part elle est séparable des activités de l'entité, c'est-à-dire qu'on peut à la rigueur le vendre, le transférer, le louer, l'échanger, ça peut être indiqué de façon spécifique dans un contrat, ou elle résulte d'un droit légal ou contractuel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui le protège ou le réglemente, même si ce droit, cette fois-ci, on ne peut ni le transférer, ni s'en séparer, ni le vendre. Alors si on regarde du coup dans le plan de compte, ça correspond à la catégorie 20, donc 2 c'est immobilisation, classe 2, et donc 20 ce sont les immobilisations incorporelles. Donc autant on vous a dit d'apprendre les numéros de classe, moi je pense que ce serait bien quand même que vous appreniez aussi ces grandes catégories. Par contre, il n'est pas nécessaire, je vous rappelle, il n'y a aucun intérêt à apprendre les numéros de compte. Donc dans cette catégorie 2, on va retrouver donc, on a dit, les frais d'établissement dans un premier temps, les frais de recherche et développement, concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels et valeurs similaires. Donc il a un nom un peu à rallonge, donc vous pouvez écrire concessions et droits en résumé sur une écriture comptable, tout le monde comprend. 206 droits au bail et 207 fonds commerciaux. On va donc aborder chaque élément pour voir de quoi il retourne. Premier compte donc des immobilisations incorporelles, les frais d'établissement. On se reporte encore une fois au plan comptable général. C'est l'article 212.9 du plan comptable général qui dit les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité sont dans son ensemble, dont le montant ne peut être apporté à des productions de biens ou services déterminés. Et donc on a quoi dans ces dépenses? On a les frais de constitution, transformation, premier établissement, ce qu'on paye pour déclarer l'existence de notre établissement ou éventuellement la transformation de notre établissement, de notre entreprise. Il y a aussi les frais d'augmentation de capital ou de fusion ou de scission. Encore une fois, il y a des formalités administratives qui nécessitent des frais, et donc si on a des frais qui sont supérieurs à la prime de fusion et d'émission, on pourra les mettre en charge. Alors attention, cette immobilisation incorporelle, on définit en fait ces frais d'établissement, mais on vous dit bien que l'inscription dans le compte de résultat, c'est-à-dire en charge, c'est la méthode de référence. Donc c'est sur option. Et alors, si on les met en immobilisation, on va les amortir. On verra ça dans une autre partie. Et maximum sur 5 ans. Alors pourquoi c'est uniquement sur option? Parce qu'en fait, si on regarde bien la définition d'un actif, ces dépenses ne vont pas à proprement parler générer des flux économiques futurs. On les contrôle pas pour avoir de l'argent plus tard. Donc en fait, si on regarde bien, c'est une particularité de la réglementation comptable française. C'est contraire au référentiel international parce que en fait, ça ne répond pas à la définition d'un actif. Donc la méthode de référence, c'est de ne pas mettre dans le compte 201
frais de premier établissement, c'est de le mettre dans un compte de charge qui correspond aux droits d'enregistrement ou de mutation nécessaires pour inscrire notre entreprise. Deuxième compte qui se trouve dans les immobilisations incorporelles, le compte 203, les frais de recherche et développement. Alors, que dit le PCG? Le PCG précise dans l'article 212.3, alors plein de choses, je vous en mets qu'un extrait, mais il dit les frais de développement. Et ça, c'est important, il ne parle pas des frais de recherche et développement, il ne parle que des frais de développement, qui peuvent donc être mis en immobilisation, doivent se rapporter à des projets individualisés, avec des sérieuses chances de réussite technique et de rentabilité commerciale. Ou de viabilité, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être quelque chose qui va aller au bout. Cela implique qu'il y a 3 critères à respecter. D'une part, on sait que quand on recherche, on va trouver. Donc on sait qu'on va aller jusqu'à l'achèvement de ces frais de recherche, on ne va pas s'arrêter. Et on sait que l'achèvement de ces frais de développement, c'est la production d'un bien. On a l'intention d'arriver jusqu'au bout. Et on va être en capacité à utiliser ce qu'on va réussir à produire ou à fabriquer, à vendre ou à produire. Et donc, on nous dit que dans ce cas-là, ce sera bien une immobilisation incorporelle, et que c'est la méthode de référence. Alors la frontière entre la recherche et le développement est parfois un petit peu compliquée à trouver, donc je vais essayer de vous réexpliquer. Donc voici ici le cycle de vie d'un produit, et donc en toute première étape, il y a ce qu'on appelle de la recherche fondamentale. C'est la recherche fondamentale, c'est je recherche un fonctionnement général sans avoir d'idée précise de produit. Souvent, c'est fait par des organismes de recherche publics, puisqu'il n'y a pas la volonté, forcément, lorsqu'on fait de la recherche fondamentale, il n'y a pas la volonté d'avoir une rentabilité. Deuxième étape dans la réflexion, il y a cette fois-ci ce qu'on appelle de la recherche appliquée. La recherche appliquée, c'est que cette fois-ci, on a une idée de produit, et donc on va rechercher comment est-ce qu'on peut mettre au point un processus avec l'idée à terme d'aboutir à quelque chose. Dernière étape, c'est le développement. Là, j'ai un produit et donc je vais mettre au point ce produit. C'est le développement d'un produit. Et donc, que dit le PCG? Il dit que tout ce qui est frais de recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, ça s'enregistre en charge. C'est-à-dire que, grosso modo, si je fais des études sur la recherche sur le fonctionnement des cellules, sur les vaccins ARN messagers, de façon générale, leur fonctionnement, ça c'est de la recherche. Et comme on n'a pas de certitude quant à la rentabilité, c'est à mettre en charge. Et puis vient une maladie, et là je décide par exemple de développer un vaccin contre cette maladie. Là je suis en développement d'un produit avec l'intention de vendre ce produit et avec la certitude que ce sera rentable. Dans ce cas-là, ces frais de développement vont devoir être enregistrés en immobilisation incorporelle. Se posera ensuite la question du coût de l'amortissement. En fait, on va amortir ces frais de développement sur la durée d'exploitation du bien. Ensuite, on va donc traiter du compte 205. Alors attention, il a un nom à rallonge. Il comprend les concessions et droits similaires, les brevets, les licences, les marques, les procédés, les logiciels, les droits et valeurs similaires. Le plan comptable général dit que ça doit s'enregistrer au coût d'acquisition. Donc lorsqu'on achète, il n'y a pas de difficulté majeure en fait en termes d'acquisition. Juste à comprendre que ce compte 205, c'est un compte de droit. Et donc par exemple, lorsqu'on achète un logiciel, on n'achète pas le code. Ou si on vous donne une clé USB, on n'achète pas la clé USB. Ce qu'on achète, c'est le droit à utiliser le code. Il n'y a pas de transfert de propriété. Donc dans ce compte 205, nous n'avons que des droits à utiliser, une marque, un brevet, c'est-à-dire une connaissance, un procédé technique, etc. etc. Donc c'est que des droits à utiliser. Et donc tout ça se ressemble. Il n'y a pas de difficulté majeure sur ce compte particulier. Le compte droit au bail. Alors c'est toujours une question là de compréhension de ce qu'est le droit au bail.
Alors, le PCG déjà dit quoi? Le PCG dit, dans le compte 206 droit au bail, on enregistre le montant versé ou dû au locataire précédent en considération du transfert à l'acheteur des droits résultant tant des conventions que de la législation sur la propriété commerciale. Bon, si vous n'avez pas tout compris, on va reprendre. Le droit au bail, c'est le fait que, d'un point de vue commercial, on va négocier avec un propriétaire un bail, c'est-à-dire un contrat de location. Et on peut négocier un bail de 3 ans, de 6 ans, de 9 ans, et donc du coup, pendant toute la durée de ce bail, on ne pourra pas être exclu du local que l'on va louer. Donc pour un point de vue commercial, c'est quand même intéressant. Sauf que du coup, le propriétaire, lui, il s'engage pour 3 ans, 6 ans, 10 ans, et il considère que le fait de s'engager sur une durée importante comme ça mérite paiement. Et donc, c'est une négociation qui se fait entre le propriétaire et le locataire. Et donc, le propriétaire va pouvoir faire payer un... alors, ça ne s'appelle pas un droit au bail pour le coup, c'est faire payer un pas de porte, c'est-à-dire quelque chose qui représente le fait qu'il s'engage sur du long terme. Si votre locataire, si le locataire cède son activité, il va pouvoir céder le bail. Et dans ce cas-là, il va pouvoir faire payer au nouveau locataire ce qu'on appelle un droit au bail. Donc le droit au bail, c'est en fait une notion qui se rapproche de la notion de pas de porte juridique, à la différence que dans la notion de droit au bail, je paye à un ancien locataire, je récupère un bail qui est en cours et donc je paye un droit au bail. Alors que dans le pas de porte, je paye directement au propriétaire. Je suis en fait le locataire qui signe le contrat de bail et dans ce cas-là, ça s'appelle un pas de porte. Et dans les deux cas, ces deux notions représentent le fait qu'il y a un engagement du propriétaire vers le locataire. Dans un cas, on négocie directement avec le propriétaire, ça s'appelle un pas de porte. Dans l'autre cas, je récupère un bail qui existe déjà et dans ce cas-là, je paye un droit au bail. Voilà, donc, mis à part la compréhension de ce que c'est, il n'y a pas de difficulté sur la comptabilisation, puisqu'en fait, vous allez payer, et donc ce sera identifié, vous aurez un montant, c'est ce qui va vous permettre de générer des flux économiques futurs, puisque vous allez pouvoir exploiter le local loué, et donc c'est une immobilisation incorporelle. Ensuite, le fonds commercial, c'est le compte 207. Que dit le PCG? On repart toujours du même point. Donc, c'est un autre extrait de l'article 212.3 qui dit « Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation ou d'une comptabilisation séparée au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entreprise. » Alors, qu'est-ce qu'il faut reconnaître, qu'est-ce qu'il faut identifier comme point clé? C'est que déjà, c'est un élément incorporel, ça on est d'accord, du fonds de commerce qui doit être acquis. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un fonds commercial, c'est forcément quelque chose que l'on a acquis. Que représente ce fonds commercial? Ça représente une partie du fonds de commerce. Dans le fonds de commerce, on va avoir et des éléments corporels et des éléments incorporels. On va pouvoir retrouver par exemple, des rayonnages, des stocks, une installation dans un magasin, le droit au bail, la marque, la renommée, la clientèle, le savoir-faire, les compétences. Et donc, dans ce que j'ai dit, la première partie, c'est du matériel, la deuxième partie, c'est de l'immatériel. Et donc, cette deuxième partie immatérielle qui ne sera pas valorisée dans aucune autre catégorie, ce sera le fonds commercial. Si je vous explique autrement, j'ai donc mon magasin que je veux céder, ou du moins que je veux céder. Pas que mon magasin, mon entreprise que je veux céder. Mon entreprise, elle a, de par sa comptabilité, une valeur comptable. Ça correspond aux capitaux propres, c'est la différence entre l'actif et les dettes. Ça, c'est la valeur comptable. Cette valeur comptable résulte de règles comptables. Et puis, par ailleurs, j'ai un acheteur qui est intéressé. Si tout va bien, l'acheteur, il paye plus que la valeur comptable. De notre valeur comptable. Et puis une fois qu'on a fait ça, on a revalorisé l'actif, le stock et tout ça, eh bien il y a encore une différence entre le prix payé et la valeur comptable. Cette différence, ce sont des éléments
immatériel sans substance physique. Ça correspond au fonds commercial. Voilà, j'espère que ce petit point d'intérêt sur les immobilisations incorporelles va vous aider à mieux utiliser ce qu'on a dans le plan comptable général. Je vous souhaite bonne révision. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, vous pouvez évidemment vous abonner et en cliquant sur la petite cloche, vous recevrez les prochaines vidéos en notification. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.